Chapitre 18. Suite de la curieuse attitude d'une épingle de nourrice. La dernière phrase de Moncharmin exprimait d'une façon trop évidente le soupçon dans lequel il tenait désormais son collaborateur, pour qu'il n'en résultât point sur le champ une explication orageuse, au bout de laquelle il fut entendu que Richard allait se plier à toutes les volontés de Moncharmin, dans le but de l'aider à découvrir le misérable qui se jouait d'eux. Ainsi arrivons-nous à l'entracte du jardin, pendant lequel monsieur le secrétaire Rémy, à qui rien n'échappe, a si curieusement observé l'étrange conduite de ses directeurs. Et dès lors, rien ne nous sera plus facile que de trouver une raison à des attitudes aussi exceptionnellement baroques, et surtout si peu conformes à l'idée que l'on doit se faire de la dignité directoriale. La conduite de Richard et Moncharmin était toute tracée par la révélation qui venait de leur être faite. Premièrement, Richard devait répéter exactement ce soir-là les gestes qu'il avait accomplis lors de la disparition des premiers 20 000 francs. Deuxièmement, Moncharmin ne devait pas perdre de vue une seconde la poche de derrière de Richard, dans laquelle Madame Giry aurait glissé les seconds 20 000. À la place exacte où il s'était trouvé lorsqu'il saluait monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, vint se placer monsieur Richard, avec à quelques pas de là, dans son dos, monsieur Moncharmin. Madame Giry passe, frôle monsieur Richard, se débarrasse des 20 000 dans la poche de la basque de son directeur et disparaît. Ou plutôt, on la fait disparaître. Exécutant l'ordre que Moncharmin lui a donné quelques instants auparavant, avant la reconstitution de la scène, Mercier va enfermer la brave dame dans le bureau de l'administration. Ainsi, il sera impossible à la vieille de communiquer avec son fantôme de l'opéra. Et elle se laissa faire, car Madame Giry n'est plus qu'une pauvre figure déplumée, effarée d'épouvante, ouvrant des yeux de volaille ahurie sous une crête en désordre, entendant déjà dans le corridor sonore le bruit des pas du commissaire dont elle est menacée, et poussant des soupirs à fendre les colonnes du grand escalier. Pendant ce temps, M. Richard se courbe, fait la révérence, salue, marche à reculons, comme s'il avait devant lui ce haut et tout-puissant fonctionnaire qu'est M. le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Seulement, si de pareilles marques de politesse n'eussent soulevé aucun étonnement dans le cas où, devant monsieur le directeur, se fût trouvé monsieur le sous-secrétaire d'État, elles causèrent aux spectateurs de cette scène si naturelle, mais si inexplicable, une stupéfaction bien compréhensible, alors que devant monsieur le directeur, il n'y avait personne. Monsieur Richard saluait dans le vide, se courbait devant le néant et reculait, marchait à reculons devant rien. Enfin, à quelques pas de là, M. Moncharmin faisait la même chose que lui. Et repoussant M. Rémy, suppliait M. l'ambassadeur de le borderie et M. le directeur du Crédit central de ne point toucher à M. le directeur. Moncharmin, qui avait son idée, ne tenait point à ce que tout à l'heure Richard vint lui dire « Les 20 000 francs disparus. C'est peut-être monsieur l'ambassadeur ou monsieur le directeur du Crédit central ou même monsieur le secrétaire Rémy. » D'autant plus que lors de la première scène, de l'aveu même de Richard, Richard n'avait, après avoir été frôlé par Madame Giry, rencontré personne dans cette partie du théâtre. Pourquoi donc, je vous le demande, puisqu'on devait exactement répéter les mêmes gestes, rencontrait-il quelqu'un aujourd'hui? Ayant d'abord marché à reculons pour saluer, Richard continua de marcher de cette façon par prudence jusqu'au couloir de l'administration. Ainsi, il était toujours surveillé par derrière par Moncharmin et lui-même surveillait ses approches par devant. Encore une fois, cette façon toute nouvelle de se promener dans les coulisses qu'avaient adopté messieurs les directeurs de l'Académie nationale de musique ne devait évidemment point passer inaperçue. On la remarqua. Heureusement pour messieurs Richard et Moncharmin qu'au moment de cette tant curieuse scène,
Les petits rats se trouvaient à peu près tous dans les greniers. Car messieurs les directeurs auraient eu du succès auprès des jeunes filles, mais ils ne pensaient qu'à leurs 20 000 francs. Arrivé dans le couloir mi-obscur de l'administration, Richard dit à voix basse à Moncharmin: « Je suis sûr que personne ne m'a touché. Maintenant, tu vas te tenir assez loin de moi et me surveiller dans l'ombre jusqu'à la porte de mon cabinet. Il ne faut donner l'éveil à personne, et nous verrons bien ce qui va se passer. » Mais Moncharmin réplique: « Non, Richard, non. Marche devant, je marche immédiatement derrière. Je ne te quitte pas d'un pas. » « Mais, s'écrie Richard, jamais comme cela on ne pourra nous voler nos 20 000 francs. »« Je l'espère bien, déclare Moncharmin. Alors, ce que nous faisons est absurde. Nous faisons exactement ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois, je t'ai rejoint à ta sortie du plateau au coin de ce couloir, et je t'ai suivi dans le dos. »« C'est pourtant exact, soupire Richard en secouant la tête et en obéissant passivement à Moncharmin. 2 minutes plus tard, les 2 directeurs s'enfermaient dans le cabinet directorial. Ce fut Moncharmin, lui-même, qui mit la clé dans sa poche. « Nous sommes restés ainsi enfermés tous deux la dernière fois, fit-il, jusqu'au moment où tu as quitté l'opéra pour rentrer chez toi. »« C'est vrai. Et personne n'est venu nous déranger? Personne. » Alors interrogea Richard, qui s'efforçait de rassembler ses souvenirs. « Alors j'aurais été sûrement volé dans le trajet de l'opéra à mon domicile. »« Non, fit sur un ton plus sec que jamais Moncharmin. Non, ça n'est pas possible. C'est moi qui t'ai reconduit chez toi dans ma voiture. Les 20 000 francs ont disparu chez toi. Cela ne fait plus pour moi l'ombre d'un doute. » C'était là l'idée qu'avait maintenant Moncharmin. « Cela est incroyable, » protesta Richard. « Je suis sûr de mes domestiques. » Et si l'un d'eux avait fait ce coup-là, il aurait disparu depuis. Moncharmin haussa les épaules, semblant dire qu'il n'entrait pas dans ces détails. Sur quoi Richard commence à trouver que Moncharmin le prend avec lui sur un ton bien insupportable. « Moncharmin, en voilà assez. Richard, en voilà trop. Tu oses me soupçonner? » « Oui, d'une déplorable plaisanterie. On ne plaisante pas avec 20 000 francs. »« C'est bien mon avis, » déclare Moncharmin, déployant un journal dans la lecture duquel il se plonge avec ostentation. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demande Richard. « Tu vas lire le journal maintenant. »« Oui, Richard, jusqu'à l'heure où je te reconduirai chez toi. »« Comme la dernière fois ?»« Comme la dernière fois. » Richard arrache le journal des mains de Moncharmin. Moncharmin se dresse, plus irrité que jamais. Il trouve devant lui un Richard exaspéré qui lui dit, en se croisant les bras sur la poitrine, geste d'insolent défi depuis le commencement du monde. « Voilà, fait Richard, je pense à ceci. Je pense à ce que je pourrais penser si, comme la dernière fois, après avoir passé la soirée en tête-à-tête avec toi, tu me reconduisais chez moi, et si, au moment de nous quitter, je constatais que les 20 000 francs avaient disparu de la poche de mon habit. Comme la dernière fois. »« Et que pourrais-tu penser ?» s'exclama Moncharmin, cramoisi. « Je pourrais penser que, puisque tu ne m'as pas quitté d'une semelle, et que, selon ton désir, tu as été le seul à approcher de moi comme la dernière fois, je pourrais penser que si ces 20 000 francs ne sont plus dans ma poche, ils ont bien des chances d'être dans la tienne. » Moncharmin bondit sous l'hypothèse. « Oh !» s'écria-t-il, « une épingle de nourrice. »« Que veux-tu faire d'une épingle de nourrice ?»« T'attacher. Une épingle de nourrice. Une épingle de nourrice. »« Tu veux m'attacher avec une épingle de nourrice ? » ?»« Oui, t'attacher avec les 20 000 francs. Comme cela, que ce soit ici ou dans le trajet d'ici à ton domicile ou chez toi, tu sentiras bien la main qui tirera ta poche. Et tu verras si c'est la mienne, Richard. »« Ah, c'est toi qui me soupçonnes maintenant. » Une épingle de nourrice. Et c'est dans ce moment que Moncharmin ouvrit la porte du couloir en criant « Une épingle de nourrice. Qui me donnera une épingle de nourrice ?» Et nous savons aussi comment, dans le même instant,
Le secrétaire Rémy, qui n'avait pas d'épingle de nourrice, fut reçu par le directeur Moncharmin, cependant qu'un garçon de bureau procurait à celui-ci l'épingle tant désirée. Et voici ce qu'il advint. Moncharmin, après avoir refermé la porte, s'agenouilla dans le dos de Richard. « J'espère, dit-il, que les 20 000 francs sont toujours là? »« Moi aussi, fit Richard. »« Les vrais? » demanda Moncharmin, qui était bien décidé cette fois à ne pas se laisser rouler. « Regarde, moi je ne veux pas les toucher, déclara Richard. Moncharmin retira l'enveloppe de la poche de Richard et en tira les billets en tremblant, car cette fois, pour pouvoir constater fréquemment la présence des billets, il n'avait ni cacheté l'enveloppe, ni même collé celle-ci. Il se rassura en constatant qu'ils étaient tous là, fort authentiques. Il les réunit dans la poche de la basque et les épingla avec grand soin. Après quoi, il s'assit derrière la basque qu'il ne quitta plus du regard, pendant que Richard, assis à son bureau, ne faisait pas un mouvement. « Un peu de patience, Richard, » commanda Moncharmin. « Nous n'en avons plus que pour quelques minutes. » La pendule va bientôt sonner les 12 coups de minuit. C'est aux 12 coups de minuit que la dernière fois, nous sommes partis. Oh, j'aurai toute la patience qu'il faudra. L'heure passait, lente, lourde, mystérieuse, étouffante. Richard essaya de rire. « Je finirai par croire, fit-il, à la toute-puissance du fantôme. Et en ce moment particulièrement, ne trouves-tu pas qu'il y a dans l'atmosphère de cette pièce un je ne sais quoi qui inquiète, qui indispose, qui effraie? C'est vrai, avoua Moncharmin, qui était réellement impressionné. Le fantôme de l'opéra, reprit Richard à voix basse, et comme s'il craignait d'être entendu par d'invisibles oreilles, le fantôme de l'opéra. Si tout de même, c'était un fantôme qui frappait naguère sur cette table, les 3 coups secs que nous avons fort bien entendus, qui dépose les enveloppes magiques, qui parle dans la loge numéro 5, qui tue Joseph Buquet, qui décroche le lustre et qui nous vole. Car enfin, car enfin, car enfin. Il n'y a que toi ici et moi. Et si les billets disparaissent sans que nous y soyons pour rien, ni toi, ni moi, il va bien falloir croire aux fantômes, aux fantômes. À ce moment, la pendule sur la cheminée fit entendre son déclenchement et le premier coup de minuit sonna. Les 2 directeurs frissonnèrent. Une angoisse les étreignait, dont ils n'eussent pu dire la cause et qu'ils essayaient en vain de combattre. La sueur coulait sur leur front. Et le 12e coup résonna singulièrement à leurs oreilles. Quand la pendule se fut tue, ils poussèrent un soupir et se levèrent. « Je crois que nous pouvons nous en aller, fit Moncharmin. »« Je le crois, obtempéra Richard. »« Avant de partir, tu permets que je regarde dans ta poche? »« Mais comment donc, Moncharmin? Il le faut. »« Eh bien, demanda Richard à Moncharmin qui tâtait. « Eh bien, je sens toujours l'épingle. Évidemment, comme tu le disais fort bien, on ne peut plus nous voler sans que je m'en aperçoive. Mais Moncharmin, dont les mains étaient toujours occupées autour de la poche, hurla. « Je sens toujours l'épingle, mais je ne sens plus les billets. »« Non, ne plaisante pas, Moncharmin. Ça n'est pas le moment. » Mais tâte toi-même. D'un geste, Richard s'est défait de son habit. Les 2 directeurs s'arrachent la poche. La poche est vide. Le plus curieux est que l'épingle est restée piquée à la même place. Richard et Moncharmin pâlissaient. Il n'y avait plus à douter du sortilège. « Le fantôme de l'opéra, » murmure Moncharmin, mais Richard bondit soudain sur son collègue. « Il n'y a que toi qui as touché à ma poche. Rends-moi mes 20 000 francs. Rends-moi mes 20 000 francs. » « Sur mon âme, soupire Moncharmin, qui semble prêt à se pâmer. « Je te jure que je ne les ai pas. » Et comme on frappait encore à la porte, il alla l'ouvrir, marchant d'un pas quasi automatique, semblant à peine reconnaître l'administrateur Mercier, échangeant avec lui des propos quelconques, ne comprenant rien à ce que l'autre lui disait, et déposant, d'un geste inconscient, dans la main de ce fidèle serviteur complètement ahuri, l'épingle de nourrice qui ne pouvait plus lui servir de rien.